Bonsoir et bienvenue pour ce lancement de ce tout premier prix de l'innovation Paris-Ouest La Défense. Nous allons parler ce soir avec des intervenants qui viendront ici. Ils sont au nombre de 8. On aura une belle table ronde sur le thème de l'open innovation. Autrement dit, comment des acteurs économiques parfois très différents les uns des autres arrivent à travailler ensemble et notamment sur ce territoire pour créer, inventer l'économie de demain. Nous aurons notamment de grands industriels avec des grands noms français qui seront là, comme Total, Suez, Saint-Gobain Développement. Nous discuterons aussi avec des financeurs. La BPI sera présente, avec l'État. La sous-préfète des Hauts-de-Seine sera avec nous tout à l'heure. Il y aura également un start-upper et puis un universitaire, le président de l'université Paris-Nanterre, qui viendra nous expliquer là aussi comment de plus en plus les étudiants sont mêlés aux grandes entreprises pour créer cette fameuse économie de demain, cette open innovation. Alors nous évoquerons aussi largement Paris-Ouest La Défense et ce qu'on appelle le catalyseur. C'est un dispositif qui va justement permettre de fédérer les économies à la fois publiques, les économies privées, ces entreprises sur ce territoire. On en parlera largement, notamment avec Jean-Christophe Fromentin qui sera là également présent dans cette table ronde. Des thèmes que nous aborderons de façon très concrète, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous, sans doute des entrepreneurs qui vont se lancer dans ce prix de l'innovation justement, et on aura des exemples précis à chaque fois. Les intervenants me l'ont promis pour nous dire comment fonctionnent ces dispositifs et ce qu'ils donnent comme résultat sur le terrain. Cette année, c'est le lancement donc de ce nouveau prix, premier prix de l'innovation de Paris-Ouest La Défense. Alors il faut savoir qu'il y a une petite sœur qui est arrivée l'année dernière et qui est un petit peu le démarrage de cette histoire de prix de l'innovation de Paris-Ouest La Défense. Ça s'appelait l'année dernière, et on l'a lancé ici, le prix Attractive Innovation. Et voici un reportage qui vous montre ce que sont devenus depuis l'année dernière les lauréats de ce prix. Regardez. En fait, à chaque fois qu'on gagne un prix, ça améliore le prestige de la société et ça fait parler de la société, ce qui est vraiment très important quand on est une start-up parce qu'on n'a souvent pas trop moyen de faire parler de soi. Et en fait, j'étais agréablement surpris de voir à quel point le prix de l'innovation avait fait une bonne communication de Sherpa. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Comme tous les prix, c'est avant tout déjà un énorme booster de confiance pour la société, ses associés, les personnes qui participent à gagner un prix. Voilà, c'est toujours un gros gain de confiance en soi. Et puis dans un deuxième temps, remporter un prix, c'est toujours une dynamique. Donc on s'améliore, on travaille un petit peu mieux. Donc du coup derrière, on a eu la chance de remporter quelques autres prix. Pour Deepkey, ce prix, ça a d'abord été une très belle soirée. Je tiens vraiment à souligner l'effort qui a été fait. C'était une cérémonie magnifiquement organisée. Et sinon, en termes de retombées, principalement de la visibilité. On a vu quelques retombées presse et puis de la visibilité auprès des entreprises de Courbevoie de manière générale qui sont pour nous des prospects potentiels. En termes d'impact concret, bien évidemment, le premier, c'est de la notoriété, de la visibilité, donc ce dont a besoin effectivement toute entreprise qui est en cours de développement. Le second impact très important, c'est quand même la possibilité via ce concours d'être mis en relation avec des bonnes personnes dans le cadre de certains partenariats. Quelque chose de simple déjà, le fait d'en avoir parlé, le fait d'avoir une présentation avec beaucoup de monde, avec des journalistes, avec des politiques, ça amène un professionnalisme incroyable et on fait d'un seul coup partie d'un monde de la tech, des startups, avec tout ce que ça amène. On prend énormément en crédibilité. L'impact du prix Attractive Innovation a été très important pour Coom, notamment au niveau du sérieux du projet auprès des collectivités, puisque nous nous sommes rapprochés de l'Université de Nanterre et grâce aussi à l'Université de Nanterre, ça a pu nous permettre de capter l'attention de certains élus du territoire et aussi de travailler avec certains aspects de l'Université de Nanterre. C'est aussi en interne, par rapport à mon équipe, comme dans toutes les startups, on traverse des situations des fois difficiles. C'est arrivé à un moment critique qui m'a permis de revalider Biopic, de redonner du punch à mon équipe. Le produit innovant, c'est bien. Pouvoir en parler, le placer, le vendre, c'est mieux.
et donc la communication est très importante. Donc, en visibilité, ça n'a pas été directement le prix, mais une très belle rencontre qui sert aujourd'hui mon entreprise. D'abord, quand on est parrain, il y a un terme, c'est l'humilité. On est là pour aider, pour faciliter les choses. Je pense que le rôle, il est toujours indirect. Donc c'est se mettre au service d'eux. C'est ça qui est le plus important. Donc ce que j'ai essayé de faire en tant que parrain, c'est de pouvoir ouvrir les portes de l'université à l'Aura et à Coom. On pense ou on espère que les contacts qui seront pris à l'université permettront de donner ce coup de pouce de façon à ce que l'entreprise Coom se développe et croisse le plus rapidement possible. Pourquoi on est parrain du prix Attractive et Innovation? C'est en fait parce que nous pensons que c'est très important de s'ancrer territorialement. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine et pour nous, ça commence là où on est. Et on a un acteur de la pédagogie de l'innovation au travers du design et on est derrière toutes les initiatives territoriales autour de l'innovation. Le parrainage apporte aussi, lui, un peu de confiance, puisqu'on peut parler avec des personnes pertinentes par rapport à nos projets. Et en tout cas, nous, dans notre cas, ça nous a conforté effectivement dans ce qu'on pensait, dans le business plan, dans la stratégie. Il y a toujours en fait des sujets d'intérêt, des points de convergence, ou en tout cas quelque chose sorti de mon expérience qui peut aider à répondre à une problématique particulière du Dr Rouillet pour sa société. Nous, ce qu'on aime bien avec les mentors, c'est souvent que ce sont des gens assez intelligents, qui ont la tête bien faite et qui réfléchissent de manière assez pragmatique et qui vont avoir un œil assez neuf sur le projet. Et en fait, nous, on a plutôt utilisé le mentor à cet effet pour que de but en blanc, ils nous disent ce qu'ils pensent du projet, est-ce qu'on est convaincant quand on en parle, et évoluer avec lui en lui envoyant des présentations pour à chaque fois avoir son retour d'un œil un peu profane, qui va avoir un œil un peu standard sur le marché et donc sur lequel il faut toujours s'appuyer parce que on est des experts et on ne parle pas pour des experts, on parle pour des gens justement qu'il faut éduquer. J'ai eu envie d'accompagner Alexis et d'essayer de lui faire partager un peu quelques idées, de lui faire partager un réseau professionnel ou personnel qui pouvait lui ouvrir quelques portes, l'aider à prioriser de temps en temps des actions parce qu'il y a 1000 choses à faire quand on lance une entreprise comme Mediodive et il ne faut pas se disperser si on veut arriver aux commandes. Et Alexis est en train d'arriver à décrocher les commandes et au bout de quelques mois, et ça c'est un grand bonheur pour moi de voir que ça démarre très bien. Bravo à tous ces lauréats donc 2016 du prix Attractive Innovation. Cette année, c'est le premier prix de l'innovation, mais de Paris-Ouest La Défense. On verra tout à l'heure avec Jacques Kosowski, notamment le président de ce territoire, pourquoi avoir voulu étendre au territoire ce prix. Mais pour démarrer officiellement cette cérémonie, je vous laisse en compagnie de Charazed Djebari. Bonsoir Charazed. Bonsoir Eric. Bonsoir Madame la sous-préfète, Monsieur Jacques Kosowski. Bonsoir Monsieur le maire, président du territoire Paris-Ouest La Défense. Bonsoir Jean-Christophe Fomentin, maire de Neuilly-sur-Seine et vice-président en charge du développement économique de ce territoire. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée de lancement du prix d'innovation Paris-Ouest La Défense. Ce nous est important. L'année dernière, la ville, la petite sœur de ce territoire, a remis les différents prix aux lauréats. Cette année, le prix, le territoire, a décidé de reprendre cette manifestation. Pourquoi? Car ce prix aujourd'hui, qui était un prix ville, n'avait que d'intérêt que nous réunir, nous 11 villes. Ces 11 villes s'étendent aujourd'hui de Garches, la Garenne-Colombe, le Valois, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson et Courbevoie. Cette dimension territoriale nous paraît aujourd'hui importante. Et j'insiste sur ce terme d'aujourd'hui, car comme vous le savez, cette organisation territoriale est en cours de discussion. Et le président devait annoncer le 14 décembre, mais j'apprends ce soir qu'éventuellement ce serait reporté en janvier 2018.
Notre territoire a décidé de porter l'open innovation et l'entrepreneuriat au cœur de son projet. Le prix Innovation se veut être un levier qui conforte l'attractivité et l'ambition de notre territoire. Ce prix est le fruit d'une dynamique lancée en 2015 par Jacques Kosowski, maire de Courbevoie et président du territoire, dans le cadre du projet du cluster de la Défense, Paris-Ouest. Paris-Ouest se donne aujourd'hui pour mission, au travers de ce projet, de catalyser et fédérer les différents partenaires. Nous sommes dans un écosystème riche et ambitieux, où on retrouve entreprises, grandes écoles, universités, institutionnelles, autour de l'open innovation. J'ai parfois entendu, ce n'est pas à la ville ou à un territoire de porter ou d'organiser la vie économique. À mon sens, le rôle de l'élu local est de fédérer des synergies présentes sur son territoire. Il s'agit là de dynamiser son territoire et de faciliter les différents échanges entre ces différents acteurs. D'où, à mon sens, l'émergence de ce catalyseur au sein de la Défense, premier quartier d'affaires européennes. Ces propos n'engagent que moi, mais il semblait important d'exprimer mon engagement sur ce projet qui, aujourd'hui, est soutenu par un certain nombre d'entreprises, d'institutions et d'écoles présentes ce soir, que je tiens à remercier personnellement. Cette soirée va s'articuler autour d'une table ronde réunissant tous les grands acteurs de l'innovation dans différents secteurs d'activité que je tiens à remercier. Madame Joanny Leclerc de Suez, Michael Offredi de Total, Pierre-Lucien Brun de Saint-Gobain, Pierre Callan-Belval de la BPI, Jean-François Ballaudet de l'Université Paris-Nanterre, Monsieur Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine et vice-président en charge du développement économique de Pold, Madame Isabelle Herrero, sous-préfète des Hauts-de-Seine, en charge du développement économique et de l'emploi. Nous avons démarré cette soirée par un film. Que sont-ils devenus? Je suis fière de vos différents parcours et de vos réussites. Je suis toujours impressionnée par l'énergie et l'enthousiasme que vous témoignez. J'espère que les futurs lauréats connaîtront la même réussite et que vous saurez être aussi des ambassadeurs de ce prix. Je souhaite remercier Éric Charret, toujours présent, la société Prod 12 qui nous accompagne sur cet événement. Mais cela n'est possible qu'à travers une équipe. Et je remercie toute l'équipe. Andrea, Éric, Anna, Céline, Mélanie, Véronique, Julien, Virginie et Julie qui nous a rejoints récemment. Je finirai par remercier aussi l'équipe technique du centre événementiel, puisque aujourd'hui, cette soirée, c'est aussi votre soirée, et merci pour votre accompagnement. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci Charazette Djebari, adjointe au maire de Courbevoie et qui s'implique énormément évidemment ici en matière d'entreprise et d'innovation. Alors on va inviter nos 8 intervenants à nous rejoindre. Je vais vous demander de vous placer dans l'ordre dans lequel je vais vous appeler, de gauche à droite ici sur le plateau. Joanny Leclerc pour commencer, responsable dans le groupe Suez de l'innovation. Elle nous rejoint de l'innovation sociétale chez Suez et responsable du Suez Collaborative Tour. Bienvenue à vous et on peut les encourager parce qu'ils vont faire une performance ce soir. Ils vont tenir dans 10 minutes chacun, questions comprises. C'est un petit peu le challenge de ce soir. Michael Offredi de la société Total Digital Ecosystem et Innovation Officer. Il n'y a pas de terme français, je lui ai demandé pour son statut. Il est avec nous, on peut l'applaudir également. Pierre-Lucien Brun, directeur général délégué Saint-Gobain Développement, nous rejoint également. Suivi de Pierre Chaland-Belval, qui lui est délégué innovation auprès de la direction régionale Île-de-France, ouest de la BPI, Banque Publique d'Investissement. Oui, c'est bien de les applaudir, on en a besoin. Isabelle Herrero, sous-préfète en charge de développement économique et de l'emploi auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Merci de nous rejoindre également. Encore 3 intervenants. Jean-Christophe Fromentin, vice-président délégué au développement économique du territoire Paris-Ouest La Défense et maire de Neuilly-sur-Seine. Et accessoirement, patron, si ça se fait, de l'exposition universelle 2025. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et qu'on nous souhaite. Jean-François Ballaudet, président de l'université Paris-Nanterre.
Et le start-upper qui viendra nous donner son expérience au sein de Saint-Gobain, puisqu'il travaille avec Saint-Gobain Développement, c'est Nicolas Bertrand, directeur général et cofondateur de la start-up monmètrecarré.com. Bienvenue à vous. Voilà, ça c'est un start-upper, bravo. Nous allons demander, tiens, je vais vous demander de prendre un micro, Joanie Leclerc. Vous êtes responsable dans le groupe Suez de l'innovation sociétale et responsable du Suez Collaborative Tour. On va démarrer tout de suite là-dessus. Quesaco, le Collaborative Tour, quelle est l'idée qui est derrière? Alors, le Collaborative Tour, c'est un processus d'innovation ouvert et territorialisé. C'est-à-dire que c'est une aventure collective qui réunit à la fois le territoire, les équipes de Suez dans ses différents métiers, et les forces vives de l'innovation du territoire qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être des entrepreneurs au début de leur parcours d'entrepreneuriat, ça peut être des étudiants, ça peut être des associations, enfin tout acteur du territoire qui a un projet innovant et qu'on peut aider à se développer à partir des enjeux du territoire. Alors ça c'est le principe, ça a démarré en 2016, hein. Donc vous avez déjà quelques expériences et j'ai promis qu'on aurait des expériences, du concret ce soir. Quelle est l'expérience que vous pouvez nous donner, une start-up qui a bien fonctionné grâce notamment au Collaborative Tour? Alors, je peux vous dire ce qu'on a fait effectivement avec le territoire de Pold, qui a été pour le coup à l'initiative de ce tour et ça a été assez incroyable de travailler avec le territoire qui nous a fléché aussi des organisations qui pouvaient nous aider à sourcer des expériences innovantes sur le territoire, et on en a trouvé une qui est assez poétique, si je puis dire, et très enthousiasmante. Qui s'appelle Cœur de couleur, qui est une entreprise montée par une dame qui travaillait dans l'industrie pharmaceutique et qui était aussi peintre et qui elle a mêlé les deux. Et qui a mêlé les deux, voilà, et qui a breveté en fait des vraies solutions d'économie circulaire, puisque elle peut repeindre les bâtiments avec de la peinture non toxique à partir de coquilles de coquilles Saint-Jacques ou de pain des étudiants. On prend des déchets et on en fait de la peinture. Et on en fait de la peinture. Très bien. Voilà. Donc ça a été un peu grâce à Collaborative Tour. Dans quel sens? Alors, en fait, non, le projet est porté par un entrepreneur. Donc, c'est l'énergie d'abord de l'entrepreneur. Mais le Collaborative Tour, l'idée, c'est de pouvoir, avec un projet qui est au stade de développement, le porter, le pousser, le challenger et le porter plus loin en proposant, ça peut être des données, des compétences, des terrains d'expérimentation, et le faire collectivement, encore une fois, avec le territoire. Et donc, ce projet, qui était dans le Collaborative Tour de Pold, on le continue de le suivre, donc ça fait plusieurs mois maintenant, et on continue de creuser, de challenger le business model et de chercher des terrains d'expérimentation concrets. Pour ceux qui sont ici, qui participeront peut-être au prix de l'innovation, comment est-ce qu'on peut devenir un collaborateur du Collaborative Tour? Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse encore une fois à tous les porteurs de projets, et comment on les identifie, parce que l'objectif justement c'est de raffiner entre tous les projets multiples qu'il peut y avoir sur les territoires. Et donc il faut un réseau, il faut être associé, il faut se faire connaître dans le territoire par les incubateurs, par les élus, par les institutions qui sont nos informateurs sur les forces vives à convier au Collaborative Tour. Et combien de collaborateurs vous pouvez comme ça aider? Alors, combien d'entreprises? À chaque Collaborative Tour, on a 5 projets. On n'en a que 5. Et on part d'un sourcing de plus de 150 projets au départ pour arriver à 5 projets sur lesquels on travaille pendant une demi-journée en mettant les bonnes personnes autour de la table. Et ça change un peu des pitchs de start-up où souvent les start-up sont invités à redire leur speech. Et puis finalement, en fait, ils n'ont pas les bonnes personnes en face et ils ne sont pas capables derrière de vraiment développer l'idée et de voir si ça va fonctionner. Une vraie porte qui s'ouvre. Dernière question, on parle du territoire qui met en place ce dispositif de catalyseur pour essayer de faire travailler tout le monde ensemble, public, privé et différents acteurs de l'économie. Pour vous, c'est un bon terrain d'expérimentation, ce territoire ?
C'est un terrain d'expérimentation incroyable parce qu'il y a pour le coup des forces vives. C'est un territoire qui est fort de compétences, qui est fort d'institutions qui accompagnent ces compétences, qui les font grandir, comme l'université de Nanterre. Et bon, voilà, c'est un des territoires les plus innovants de France probablement, donc forcément. Merci Joanie Leclerc, donc, qui s'occupe d'innovation sociétale auprès de Suez et notamment de ce collaborative tour. Il y a peut-être un site internet qu'on peut donner pour trouver de l'information sur ce collaborative tour. Alors, effectivement, toutes les informations sur le collaborative tour doivent être en ligne sur notre site Open Resources, je crois. Merci. On peut l'applaudir parce que c'était pas évident d'être bref. Michael Offredi, vous êtes juste à côté de Joanie Leclerc, vous êtes Digital Ecosystem et Innovation Officer. On n'a pas trouvé de traduction, hein, on s'est parlé au téléphone pour préparer. On s'est simplifié la vie, oui. Voilà, on s'est simplifié la vie. Donc on comprend responsable en gros de l'innovation chez Total, d'une partie de l'innovation. Une partie, tout à fait. Vous avez lancé l'année dernière l'incubateur de start-up Usine 4.0, parce qu'on est déjà bien loin du 2. Rappelle ce que c'est que l'usine, rappelle de ce que c'est que l'usine 4.0. Donc l'usine 4.0, c'est toutes les évolutions que nos environnements de production, de fabrication dont ils peuvent bénéficier à travers les leviers du digital, que ce soit en termes de valorisation de données, d'opérateurs industriels augmentés grâce à des nouvelles technologies, donc par exemple la téléassistance, la capacité d'avoir de l'information en temps réel. Donc tout un tas de dimensions apportées par le digital qui font que sur l'ensemble des sites industriels, on va devenir plus efficient, plus efficace, plus performant et de meilleurs niveaux de sécurité. Et le 4.0, c'est aussi enlever tout ce qui est un peu contraignant dans une usine, c'est-à-dire ces travaux répétitifs, etc. Elle ressemblera à quoi l'usine 4.0 ? Exactement, ce sont des opérateurs qui existeront toujours, hein, l'humain sera toujours là, mais focalisé davantage sur des opérations à forte valeur ajoutée et en digitalisant tout ce qui peut l'être en termes de recherche de documentation, rédaction de rapports, etc., qui in fine sont de la perte de temps pas très efficace. Ouais. Alors on est dans une table ronde Open Innovation. En termes d'Open Innovation, vous avez mis en place un incubateur d'usine 4.0. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement et à qui ça s'adresse ? Oui, donc quand on a mis en place l'organisation de transformation digitale sur la thématique industrielle, on a décidé d'étoffer notre feuille de route par l'Open Innovation en mettant en place donc un incubateur qui a vocation à être un dispositif d'identification de start-up proposant des solutions pour des opérateurs industriels et d'accélération de collaboration, avec un vrai enjeu qui est double et j'ai envie de dire gagnant-gagnant. Que d'une part, c'est important pour nos opérateurs sur site de pouvoir être exposés à ces nouvelles formes d'innovation et ces agilités de structures type start-up. Et en même temps, c'est important pour nous de sensibiliser les start-up développant des sociétés technologiques aux environnements industriels, à la réalité du terrain. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on avait une carte à jouer vis-à-vis de ces startups pour les aider justement à travers un dispositif de ce type à accélérer des expérimentations sur des sites industriels. Parce que souvent c'est un des freins, moi j'étais en start-up technologique avant d'être chez Total et souvent un des freins c'est la démonstration dans un environnement réaliste parce qu'il y a des risques environnementaux, humains. Donc forcément il y a certaines barrières qui sont parfois difficiles à passer pour les startups. Alors vous avez sélectionné, vous m'avez dit 8 startups parmi 150 candidats. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Moi, j'ai noté Herméo, par exemple, qui est une start-up que vous avez aidée via cet incubateur. Oui, tout à fait. Donc, dans la candidature qu'on avait faite l'année dernière, 150 dossiers soumis, une présélection. Et je dirais juste un mot, on avait impliqué des opérationnels. Justement, il y avait eu un jury de 200 personnes de Total qui avaient été impliquées dans le choix des start-up. On a évité que ce soit juste les happy few de l'innovation du siège et vraiment d'exposer des opérationnels. Donc 9 startups sélectionnées, 5 expérimentations lancées et Herméo, donc startup de la région parisienne, qui a développé une solution de digitalisation des processus souvent papier qu'on a sur nos sites industriels où les opérateurs en fait vont voir des équipements, prennent des notes, retournent à leur bureau, tapent ça. Ils n'ont pas accès à l'information en temps réel, donc s'ils voient qu'ils ont oublié un plan, faut aller le chercher au control center, etc. Donc comment faciliter justement toute cette transmission temps réel des informations à travers cette start-up et pourquoi on a souhaité citer cet exemple? Donc on a fait une expérimentation en 2016 sur une de nos plateformes industrielles du nord de la France et suite à ça, donc l'expérimentation s'est bien passée.
Et déjà, la start-up est maintenant en processus d'intégration de sa solution dans l'un de nos projets industriels majeurs, qui est en fait le développement d'un App Store pour tous nos processus sur site industriel, pour nos opérateurs. Et donc, on s'appuie sur la solution de cette start-up, donc elle passe à l'échelle dans le cadre de nos activités. Et l'autre point que je voulais citer, en fait, elle a aussi bénéficié de l'accompagnement de Total Développement Régional, qui est une de nos structures de soutien aux PME, aux ETI et aux startups. Et elle a pu bénéficier d'un prêt à l'innovation à travers cette structure. D'accord. Et elle réside à temps partiel aussi dans vos locaux chez Total ? Oui, donc alors, il se trouve qu'en début d'année, on a ouvert un espace dédié à l'innovation interne et externe, qu'on appelle le Booster, donc sur le territoire de la Défense, puisque c'est 700 mètres carrés qu'on a ouvert dans notre siège qui s'appelle le Booster. Et Herméo est une des startups résidentes pour justement accélérer cette collaboration avec notre projet interne. Merci beaucoup. Pour parler de ce territoire, je crois que vous continuez à développer vos locaux aussi de Total ici. Pour quelles raisons vous restez sur ce territoire particulièrement ? Alors effectivement, on a confirmé, parce qu'on a notre siège principal qui se trouve à la Défense, et on a confirmé qu'on va déménager, mais à la Défense, dans un projet immobilier assez important qui s'appelle The Link, à l'horizon 2021-2022. Donc clairement, ce territoire reste pour nous l'ancrage principal, vu que c'est le moteur de l'organisation. Et puis je voulais juste faire une remarque, toujours pour citer Total Développement Régional, parce que je sais qu'on était partenaire du prix Made in Paris, Made in 92, qui a été remis la semaine dernière. Et au final, en refaisant le point avec mes collègues qui sont dans la salle, on a une dizaine de start-up du 92 qui sont justement aidées. Donc c'est un vrai territoire d'innovation effervescent. Voilà, et même chose que je demandais tout à l'heure à Madame Leclerc. Comment est-ce qu'on fait si on est intéressé, si on vient d'entendre l'info là, pour venir participer, ou en tout cas essayer d'intégrer cet incubateur d'usine 4.0? Donc là, j'avais cité la démarche de l'année dernière. On a renouvelé en 2017 avec un petit changement où on a décidé de fédérer une partie de l'industrie, puisqu'on a proposé à 5 autres industriels de se joindre à nous, parmi eux Areva, Air Liquide, Solvay, Eiffage et Vinci Énergie. Donc dans cette idée de fédérer l'industrie dans ce processus de digitalisation. Et on a aussi fait évoluer, parce qu'on va lancer une série d'appels à candidature sur des thématiques plus précises. Et la prochaine devrait avoir lieu début 2018 sur la thématique de la sécurité industrielle. Merci beaucoup, Michael Offredi. Et il y a une plateforme aussi dédiée, enfin il y a un site internet, si vous tapez Total Usine 4.0, voilà, vous trouverez ça. Dans un moteur de recherche, Total Usine 4.0, et ça sortira. Merci beaucoup, on peut vous applaudir également pour cette initiative en termes d'open innovation, et on a vu que vous travaillez avec de grands groupes aussi, et on va voir une nouvelle façon de travailler aussi avec vous, Pierre-Lucien Brun, puisque vous êtes directeur général délégué chez Saint-Gobain Développement. Le groupe s'ouvre à une nouvelle culture avec l'open innovation. Ça date de quand, ce basculement où on a arrêté de travailler dans son coin ? 352 ans. À peu près. C'est l'âge de notre groupe. On est une start-up de 352 ans. On innove depuis cette période. Un peu plus sérieusement, on a historiquement de l'innovation qui est centrée autour de la R&D. On fait de la recherche sur les matériaux. Historiquement, on connaît le verre, la fonte, la laine de verre, le plâtre, etc. Et puis, on s'est aperçu il y a quelques années qu'il fallait passer de la R&D à l'innovation. L'innovation, c'est quand même un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit qu'un process. Et donc, on a mis en place toute une série de 4 piliers sur l'open innovation. Pour travailler avec des partenaires universitaires, pour travailler avec des grands clients, et puis pour travailler avec des partenaires industriels, et puis évidemment avec les startups. Voilà. Alors on aura tout à l'heure un exemple avec monsieur qui est à côté de moi. Voilà, qui démontre la diversité du groupe Saint-Gobain, vous voyez, le dinosaure et la gazelle. Voilà, voilà, mais il faut de tout pour faire un monde, moi je vous le dis. Exemple de belle histoire, autre que celle de notre invité qui terminera cette table ronde. Vous m'avez dit un industriel qui avait trouvé un verre allégé avec lequel vous avez vraiment travaillé. Exactement, il y a un très grand groupe international qui s'appelle Corning, qui est très, très innovant dans le domaine verrier, et avec qui on co-développe un verre allégé. Alors un verre allégé, c'est quoi? C'est pour faire des pare-brises pour nos voitures,
plus léger. Pourquoi plus léger? Pour alléger les voitures, pour émettre moins de CO2. Et puis c'est aussi des verres sur lesquels on va pouvoir demain déployer des tas d'informations. Donc quand on conduira sa voiture ou quand on ne la conduira plus, et on pourra avoir toutes les instructions de conduite, on pourra regarder un film, on pourra se distraire, on pourra passer nos commandes et grâce à des verres qu'on co-développe avec d'autres industriels. Voilà. On est quand même loin de l'époque où on était en permanence à cacher sa feuille pour dire le voisin va pas me copier. Est-ce que c'est ça aussi l'open innovation? C'est faire confiance? Alors, il y a encore quelques procédés qui font vraiment partie du savoir-faire historique que l'on protège. Mais à côté, il y a plein de choses où on va beaucoup plus vite en allant avec des universités. On travaille avec plein d'universités françaises, plein d'universités à l'étranger. Et ça, c'est indispensable pour aller plus vite. Vous avez mis en place aussi, chez vous, un concours d'open innovation. On peut en dire un mot? Alors, on travaille chez nous avec un dispositif qu'on appelle Saint-Gobain Intrapreneur. Et l'idée, là, c'est de faire émerger en interne, parmi nos collaborateurs, collaboratrices, des idées, des personnes qui, dans leur travail, voient une source de nouveauté, qui, à ce moment-là, nous proposent de la créer. Et puis nous, on les accompagne, on les aide. Voilà, on leur donne du temps pour ça aussi. On leur donne du temps, des soutiens d'incubation et puis éventuellement aussi un peu d'argent, ça peut aider. La question que je pose à tout le monde, vous, je crois que vous êtes en train de construire vos nouveaux locaux en face des anciens, vous m'avez dit. Pour quelles raisons vous restez particulièrement ici? Là aussi, c'est un bon laboratoire, un bon terrain d'expérimentation pour l'économie de demain? Alors, là, effectivement, on a été assez conservateur puisqu'on fait à peu près 20 mètres pour construire notre nouveau siège. Mais bon, on a pensé que c'était le meilleur territoire pour s'installer. Donc, si vous passez en bas de la Défense, vous verrez une nouvelle tour qui se construit, qui sera la tour Saint-Gobain. Et effectivement, on va mettre en œuvre toutes nos meilleures solutions, donc plus de 80 solutions, matériaux conçus, développés par le groupe. Et puis, on va accueillir non seulement les collaborateurs qui sont aujourd'hui à la Défense, mais toutes les équipes du groupe Lapeyre, d'Isover, de Placoplâtre, de Point P, etc., qui vont nous accueillir, enfin nous rejoindre à la Défense. Et ça va aussi créer de l'émulation, créer des idées et apporter des nouvelles façons de travailler. Merci beaucoup et on verra tout à l'heure par le biais de notre dernier invité, dont j'ai oublié le nom. Nicolas. Voilà, Nicolas. Mais Nicolas, ça ira très bien. Nicolas qui nous expliquera comment il est venu vous trouver et il nous racontera son histoire, ce mariage qui a plutôt bien pris d'ailleurs avec Saint-Gobain. Pierre Chalon-Belval va arriver tout de suite. Merci beaucoup à vous. Pierre-Lucien Brun, directeur général délégué chez Saint-Gobain Développement. Alors, Pierre Chalon-Belval, vous êtes délégué innovation auprès de la direction régionale Île-de-France, c'est à rallonge, ouest de la BPI France, autrement dit la Banque publique d'investissement que vous représentez ce soir. On va faire un point avec vous sur les chiffres clés en matière d'open innovation. Quel type d'investissement vous avez mis sur pied pour aider les entreprises, les startups en 2016? On fait le point sur 2016 du coup. Alors, sur 2016, au niveau national, c'est 1,3 milliard d'euros d'accords, tous produits confondus. Ouais. Ça représente environ 4300 dossiers, enfin 4300 bénéficiaires sur un an au niveau national. Alors, quel type d'entreprise? On n'est que sur des startups, on est sur des ETI, on est sur des toute PME. Entreprise confondue. Donc, c'est startups, PME, ETI. Donc, quel type de secteur, alors, cette fois? Est-ce qu'on est en permanence dans l'innovation ou pas forcément? Je dirais qu'on est là, c'est les chiffres qui concernent uniquement l'innovation. Ouais. Donc, c'est tout secteur confondu. Il y a de l'innovation dans tous les secteurs. On est même parfois étonné de voir des startups qui se créent dans certains secteurs d'activité. Mais voilà, ça concerne vraiment tous les secteurs. Après, ce qui parle beaucoup, c'est les chiffres au niveau des Hauts-de-Seine, où en 2016, c'est entre 70 et 80 millions d'euros de prêts et d'aides à l'innovation qui ont été accordés. Donc une grosse concentration par rapport au national, si on extrapole, ça c'est pourcentage, c'est très haut. Oui, c'est gros. Ouais. Si je vous demande ce qu'est BPI France le Lab, parce qu'on va parler de ça, ça va là aussi intéresser sans doute ceux qui veulent créer leur entreprise ce soir. Alors, BPI France le Lab, excusez-moi, c'est un petit peu en dehors du sujet territorial
Oui, d'ici. Mais ça reste BPI et on peut l'utiliser. C'est BPI. Alors, le lab, c'est en fait ici, un think tank qui est mis à disposition des entrepreneurs pour faire ressortir des sujets et faire en sorte que BPI France puisse avancer dans ses produits, en fait, dans les solutions qu'on peut mettre en place pour les sociétés. Alors, ce n'est pas directement à destination des startups. En revanche, il y a le hub. Alors, c'est à destination de qui exactement? Alors, du coup, BPI France, le lab. Les entrepreneurs d'un point de vue global. D'accord. Voilà, au niveau national. Ok. Ici, sur ce territoire, vous allez ouvrir une antenne de la BPI. Pour quelle raison? Alors, l'antenne est déjà existante. On est situé à La Défense, au cœur du premier quartier d'affaires d'Europe. On est dans la Grande Arche et en fait, depuis cette direction régionale, on couvre le territoire donc Île-de-France Ouest. C'est le Val d'Oise, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Dernière question, on parle du prix de l'innovation. Tout à l'heure, on aura le mode d'emploi de ce prix de l'innovation. Pourquoi est-ce que BPI France décide d'y participer? Alors, tout simplement parce que l'innovation, c'est un facteur clé de la compétitivité, de la création d'emplois. Et nous, donc BPI France, on a le rôle d'inciter les entreprises à prendre le risque d'innover par le biais de financement. Et on travaille en étroite collaboration avec la région, les régions d'un point de vue global, mais la région Île-de-France ici, et puis l'écosystème de l'innovation. Donc il était important qu'on soit là ce soir. C'était cohérent. Merci beaucoup Pierre Chaland-Belval pour ces quelques chiffres qui en disent long, notamment le chiffre que vous nous avez donné sur les Hauts-de-Seine. Isabelle Herrero est avec nous, elle représente l'État ce soir. Donc lourde charge, sous-préfète en charge du développement économique et de l'emploi auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Vous êtes avec nous ce soir parce que la préfecture des Hauts-de-Seine a mis en place un dispositif qui s'appelle Swave. C'est une plateforme d'innovation. Comment elle fonctionne cette plateforme d'innovation? Et là encore, à qui s'adresse-t-elle exactement? Effectivement. Alors le SWAVE, c'est la contraction de SAFE, ouais. Donc l'idée du coffre-fort et de la sûreté, et de WAVE, la Alors vague. parlez bien près du micro parce que je pense vague, voilà, ça va mieux comme ça. Ouais. La vague de l'innovation. Et cette plateforme, au départ, elle est née d'une ambition de l'État de développer l'innovation dans le secteur de la FinTech. Parce que le secteur de la finance, de la banque, de l'assurance, c'est un secteur qui aujourd'hui est très fortement soumis à la concurrence internationale, à la transformation numérique, et que l'on avait fait le constat ces dernières années qu'un certain nombre de FinTech s'expatriaient, au Royaume-Uni notamment, où elles trouvaient un écosystème de l'innovation qui était plus développé que l'écosystème français. Donc à la base, il y a déjà cette volonté de développer en France, et particulièrement ici, sur ce territoire de la Défense, un écosystème de l'innovation autour de ce secteur. Alors, à qui ça s'adresse ? Cette plateforme d'innovation FinTech, elle s'adresse à des jeunes entreprises innovantes, qui peuvent être des startups, mais qui peuvent être aussi des entreprises un peu plus mûres, si j'ose dire, qui sont en croissance, qui veulent se développer. Et on a choisi 4 thématiques, en fait, d'innovation. Donc, il faut être une jeune entreprise créative, innovante, sur 4 secteurs qui sont la néobanque, tous les nouveaux moyens de paiement, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et aussi la finance durable. Donc on a lancé un appel à projet le mois dernier, qui s'est clôturé ces derniers jours, pour sélectionner entre 20 et 30 entreprises qui vont intégrer cette plateforme d'innovation FinTech. Elles vont bénéficier de quoi exactement, ces entreprises? Alors, elles vont tout d'abord bénéficier déjà d'un espace dédié de 2500 mètres carrés au sein de la Grande Arche de la Défense, ce qui va leur donner une visibilité au plan national et au plan international, compte tenu de cette situation. Elles vont entrer avec clé en main, si j'ose dire, et à des tarifs préférentiels, parce que les investisseurs sont à la fois l'État via la revitalisation et de grands groupes, en fait. Donc, dans un espace où l'on bénéficie de bureaux, soit des bureaux fermés, soit des open space, des accès Internet, du mobilier, enfin toutes les dispositions. Et pour une durée de combien de temps à peu près? Alors, un programme d'incubation de 12 mois renouvelable 2 fois, donc 36 mois au total, avec la possibilité de continuer à l'issue
de l'incubation, de bénéficier de tous les services, une équipe spécialisée, un accompagnement individualisé, où on va faire le point sur leur situation, leurs besoins, leur marché, un accompagnement thématique également et collectif. On va installer aussi au sein de la plateforme d'innovation une sorte de guichet avec un certain nombre de services qui seront à disposition de ces entreprises. Par exemple, on va mettre en place des représentants de l'État, de la Directe, qui vont pouvoir répondre à toutes les questions d'ordre administratif qui pourront concerner ces entreprises. On aura une présence aussi de l'autorité du contrôle prudentiel et de régulation. On est en train de négocier avec l'autorité des marchés bancaires aussi pour une présence. Donc un dispositif de service au sein de la plateforme. Un accompagnement via les grands groupes en fait, qui leur feront bénéficier d'un mentorat et qui pourront aussi leur faire bénéficier d'un développement en termes d'activité. Le monde de la recherche aussi, qui est présent à travers l'Institut Louis Bachelier, qui est spécialisé en économie et en finance. Donc en réalité, elles pourront, au sein de cette plateforme, nouer des partenariats collaboratifs avec à la fois des grands groupes, le monde de la recherche, et bénéficier en fait de tout un écosystème favorable à leur développement et globalement à l'innovation. Vous tombez à point nommé quand même au moment du Brexit. Ça booste encore un peu plus cette plateforme, le Brexit, honnêtement ? Alors, l'idée de cette plateforme est née avant le Brexit. Donc c'était de l'anticipation. Oui, mais il est vrai que, compte tenu du contexte actuel, effectivement, cette plateforme prend une dimension, peut constituer, si on la fait vivre aussi, un levier supplémentaire d'attractivité pour le quartier d'affaires de la Défense, d'attractivité et de création d'emplois également pour le quartier d'affaires de la Défense. Et elle peut s'inscrire, si on la fait vivre en ce sens, dans les ambitions gouvernementales de faire de Paris la Défense, la place financière de demain. Et pour ce faire, je voudrais dire que cette plateforme, elle se met en place avec l'esprit du catalyseur qui anime le territoire de Pôle, puisque j'ai parlé de tous ces partenariats. Oui, vous dites que vous êtes la brique fintech de ce catalyseur. Et dans la gouvernance, on prévoit un comité des territoires, parce que c'est le territoire qui fera vivre, et ce sont les acteurs locaux qui feront vivre ce dispositif à terme. Autre projet, juste avant de passer la parole à Jean-Christophe Fromentin, vous m'avez parlé de sécurité dans la ville intelligente. Ça, c'est aussi de l'innovation et de l'open innovation. Tout à fait. Il y a un autre projet qui est porté par l'État sur le territoire et qui vient d'être sélectionné dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir sous la thématique sécurité de la ville intelligente. C'est l'idée, en partenariat avec l'industriel Thales et les opérateurs du quartier d'affaires de la Défense, donc l'établissement public de facto, Unibail-Rodamco, la SNCF et la RATP pour les opérateurs de transport, de construire un démonstrateur de sécurité de la ville intelligente. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est une plateforme numérique qui va utiliser toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse à visée préventive et proactive, c'est-à-dire pouvoir, en termes de sécurité des infrastructures, de sécurité des événements et des citoyens sur le quartier d'affaires de la Défense, analyser des données, par exemple à partir d'objets connectés, de géolocalisation, partager les informations avec l'ensemble des opérateurs du quartier d'affaires et pouvoir mettre en place des scénarios d'action. Par exemple, un colis abandonné dans le RER A, tout le monde a l'information en temps réel, on regarde les déports de population, on met en place des scénarios d'action par rapport à un événement qui peut se passer. Et je dois dire que la sécurité, c'est un événement aussi majeur en termes d'attractivité d'un territoire et au regard particulièrement de l'attractivité d'un quartier d'affaires à dimension internationale. Très bien. Alors, c'est un projet, c'est l'état de projet aujourd'hui où vous faites déjà appel à des start-up ou des entreprises pour vous aider à le mettre sur pied ? Alors, aujourd'hui, on est à l'état de projet avec, autour de l'industriel Thales, un consortium en fait de PME qui vont travailler, qui ont déjà été choisis et qui vont travailler avec l'industriel et avec les opérateurs du quartier d'affaires pour rentrer dans une phase expérimentale. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes en phase de négociation. C'est surtout Thales d'ailleurs, avec la BPI.
et avec le commissariat général à l'investissement, dès que cette phase de négociation sur les conditions financières de mise en œuvre de l'expérimentation sera passée, nous pourrons rentrer dans une phase expérimentale. Nous allons tester des scénarios sur le quartier d'affaires de la Défense et ajuster justement cette plateforme à la réalité. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Également Isabelle Herrero, qui représentait l'État, donc la sous-préfète des Hauts-de-Seine. Jean-Christophe Fromentin, on va parler dans un instant de l'Expo universelle 2025, parce que moi je me passionne pour ça. Je vous ai entendu sur RTL il y a 2 semaines en parler brillamment, mais on va évoquer dans un premier temps la place de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes vice-président de ce territoire et vous êtes délégué au développement économique du territoire Paris-Ouest La Défense, maire de Neuilly-sur-Seine. La place de l'entrepreneuriat avec ce catalyseur, on va parler de ces 11 communes très rapidement. Vous me dites, elles se mobilisent absolument toutes. La vôtre, par exemple, si on devait en donner un exemple, est-ce qu'on pourrait parler de Neuilly Tech? Qu'est-ce que c'est Neuilly Tech? Alors d'abord, on est dans un territoire où il y a beaucoup de création d'entreprises. À Neuilly, c'est la même chose dans chaque commune, il y a plus de 600 créations d'entreprises par an. Donc la sociologie du territoire est très favorable à l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'investissements, etc. Donc à Neuilly, il y a quelques années, on a monté une pépinière d'entreprise, une zone de coworking, comme il y en a maintenant beaucoup. Et on a aussi mobilisé les 20 plus grandes entreprises de la ville, Warner, Deco, Chanel, etc. Et on leur a demandé de nous mettre à disposition un bureau, chacune un bureau ou 2 bureaux, 30 à 50 mètres carrés. Et on a lancé un appel à projet, ça fait maintenant 5 ans, où chaque année on sélectionne des projets qu'on positionne, qui chez Chanel, qui chez Deco, qui chez Warner, etc., pour que l'équipe et la dynamique de ces grandes entreprises viennent accélérer le projet de ces entreprises. Donc c'est généralement des entreprises qui ont passé quand même la phase d'amorçage, qui sont dans un moment stratégique de grosses levées de fonds et qui viennent passer 18, 24 mois maximum dans ces grandes entreprises qui déploient leurs réseaux internationaux, leurs moyens, leurs équipes support, et ça donne un coup d'accélération phénoménal à ces entreprises. Alors vous dites que les collectivités, je l'ai noté, vous dites que les collectivités doivent être là quand il y a un trou dans la raquette. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que là, le monde économique, c'est s'organiser. Il y a des grandes entreprises, des start-up, des banques, des assureurs, des grandes entreprises industrielles. Tout cet univers est capable de s'organiser dans une communauté d'intérêts, de partenariats, de soutien, de clients, de fournisseurs. Et donc, je ne suis pas convaincu qu'il appartienne à la collectivité de refaire tout ça, de reprendre tout ça. Il appartient à la collectivité et à l'État de regarder là où il y a des besoins qui ne sont pas adressés et de venir ponctuellement, quand c'est nécessaire, ou tant que ce n'est pas opéré par des opérateurs privés, de venir donner le coup de pouce, le soutien et de compléter les dispositifs. Alors c'est vrai dans le domaine financier où voilà, la pertinence du réseau de banques amène déjà énormément de services. Il appartient à l'État de venir se positionner là où il y a un risque particulier, là où il y a un dispositif nécessaire, mais pas de refaire le métier des uns et des autres, etc. Et donc nous, collectivités, on doit s'interroger en permanence sur est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire est nécessaire. Et puis moi, à Neuilly, vous voyez, dès que je vois des opérateurs nouveaux arriver et adresser un service, je suis prêt à me mettre en retrait par rapport à ce qui est fait par la collectivité pour laisser les opérateurs privés faire autre chose de plus nécessaire. Vous parliez d'espace de coworking et vous me dites aujourd'hui vous vous interrogez sur le fait que l'espace de coworking qui est maintenant très prisé par les privés, est-ce que ça vaut bien le coup de continuer à investir de l'argent public dedans? Oui, exactement. On regarde, on voit que beaucoup de grandes entreprises se sont lancées dans ces espaces de coworking. Voilà, on a le nôtre, mais je suis prêt à glisser vers ces espaces de coworking, quitte à prendre un ticket provisoirement pour accompagner un peu la mutation.
et puis en espérant qu'un jour, voilà, la collectivité pourra se déployer sur d'autres types de dispositifs. Voilà. Quel autre type de dispositif on peut imaginer, par exemple, dans les années qui viennent, avec justement l'open innovation, par exemple, et cette économie de demain dont on parlait tout à l'heure? Aucune idée, oui, mais c'est en étant attentif, en rencontrant les entreprises, en voyant tout ce qui se monte autour de nous, qu'on entend, qu'on observe des besoins, des attentes, des problèmes, et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Mais on est dans un monde qui est tellement mutant, qui est tellement rapide, qui est tellement rythmé que voilà, il est très compliqué de dire ce que sera le développement économique d'une collectivité dans 5 ans ou 10 ans. Probablement, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Alors là, c'est pas encore concret, mais ça pourrait le devenir. Vous êtes à la tête du projet Expo Universelle 2025 à Paris. Et là, vous m'avez parlé d'architecture innovante. Elle ressemblera à quoi cette architecture de l'Expo Universelle, et comment est-ce qu'on va faire peut-être intervenir des sociétés, des start-up ou autres du territoire sur cette Expo Universelle? Alors, il faut bien comprendre que le dernier grand projet d'innovation qui ressemble un peu au phénomène des startups, c'est la révolution industrielle et cette grande saga d'Expo Universelle que la France a connue et a organisée entre 1855 et 1900. Et à l'époque, la manière d'attirer et de créer cet effet de levier sur l'innovation, c'était des médailles. On remettait des milliers de médailles, la médaille d'or, la médaille de vermeil, d'argent, à des inventeurs, à des ingénieurs, à des artistes qui venaient aux expos universelles, présentaient un produit, et ces produits ont pour certains connu des succès mondiaux, puisque aujourd'hui Michelin, Peugeot, Renault, Vuitton étaient des artisans ou des start-up de l'époque médaillés aux expos universelles. Et donc le progrès des expos universelles, il est aujourd'hui notre quotidien. Et c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai vu l'effet de levier, l'effet d'accélération des expos universelles à l'aune de la révolution industrielle. Mon projet a été de dire, dans la révolution digitale, l'expo universelle, organiser à nouveau une expo universelle en France, c'est remettre finalement un coup d'accélérateur à l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 2 ans, la France est officiellement candidate à l'accueil de l'expo de 2025. Alors, l'expo de 2025... Si la France est choisie, et on a 3 adversaires, le Japon, la Russie et l'Azerbaïdjan, elle sera localisée sur le plateau de Saclay, sur un espace de 120 hectares qui a été réservé pour l'Expo universelle, et elle se matérialisera dans une ville nouvelle qui sera composée de 2 éléments. Un globe au 1,75 millième, donc le plus grand globe jamais construit, qui sera un objet connecté, qui viendra résonner avec une communauté d'acteurs dans le monde entier, un peu à la façon de Wikipédia. Ouais, le village global. D'ailleurs avec eux, de telle manière à ce que les contenus de ce globe soient alimentés en permanence par une communauté mondiale qui viendra, par rapport à la géographie du globe, alimenter en données, en images, en films, ce que les visiteurs viendront chercher. Donc il y a dans ce globe à la fois une prouesse architecturale, un travail sur les matériaux, un travail sur la connexion, puisque ça serait le plus grand objet connecté jamais construit, et tout un développement sur les systèmes immersifs dont on voit apparaître aujourd'hui les premiers contours et dont on a du mal à imaginer jusqu'où on pourra aller en 2025 dans une démonstration immersive. Et puis, 90 hectares seront dédiés aux pavillons des pays qui sont approchés dans une organisation totalement nouvelle, puisque l'idée, c'est de préfigurer une architecture modulaire, paramétrable, reconfigurable. Et donc on a imaginé proposer aux pays qui viendront exposer à l'Expo universelle de 2025, non pas de construire un pavillon et de le détruire après, mais de leur mettre à disposition, un peu comme une boîte de Lego, de matériaux nouveaux, de matériaux durables, connectés, etc. Ça reste à inventer, ça. Et ils pourront totalement configurer leur pavillon avec des combinaisons possibles. Ils pourront paramétrer leur pavillon à plusieurs reprises pendant l'expo, à plusieurs moments même pendant la journée. Et l'idée, c'est de préfigurer une architecture totalement polyvalente. Et donc, pour ces 2 défis, et je survole simplement le sujet qui est extrêmement complexe et passionnant en termes d'innovation, pour arriver à adresser ces 2 défis, il est clair que dès 2019, pour autant que la France soit choisie pour accueillir l'Expo universelle de 2025, on intégrera sur une plateforme d'innovation
toutes les solutions dont on a besoin pour recevoir 50 millions de visiteurs en 6 mois, organiser cette ville nouvelle, construire ces nouveaux pavillons, imaginer l'expérience visiteur à l'intérieur de ce globe et finalement repenser aussi tous les systèmes de mobilité autour d'une expo universelle et des flux qu'elle génère. Et donc, on passe beaucoup de temps en ce moment, à travers la France, à venir présenter en détail le projet d'expo universelle pour que tous ceux que cela inspire en termes d'innovation puissent commencer à travailler et puissent, dès 2019, proposer des solutions pour résoudre tous les problèmes qu'il faudra résoudre pour ce grand événement. Parfait. Honnêtement, dernière question, nos chances face au Japon et la Russie aujourd'hui, vous qui êtes vraiment dans ce dossier? Bon, moi, je suis assez convaincu qu'on va l'emporter. Il y a un élément qui est majeur, c'est que la communauté internationale, donc les gouvernements, puisque ce sont eux qui votent, regardent les performances annoncées. Et donc, nous, on annonce à peu près 50 millions de visiteurs, dont 50% d'étrangers. Le Japon annonce 28 millions de visiteurs, dont 10% d'étrangers. Il y a cette idée de révolutionner, de réinventer le système des expositions universelles, qui est très particulier au projet français. Voilà, maintenant, on a une campagne mondiale, on a un roadshow à opérer, on le démarre dans quelques semaines. Il y a une centaine de pays à visiter, et dans chaque pays, voilà, présenter le projet de la France, proposer l'expérience visiteur, dire aux pays comment ils seront accueillis sur l'Expo universelle, et puis espérer que le 15 novembre 2018, donc dans pile un an, la France aura la majorité des voix pour accueillir l'Expo de 2025. Merci beaucoup. Ben, on le souhaite. Et ce globe au 75 millième, ce sera votre tour Eiffel, en quelque sorte. Elle sera pérenne, elle ne sera pas démontée après. Oui. On a, comme à l'époque Eiffel, on a négocié un contrat de 50 ans sur le territoire. Eiffel avait négocié 40 ans sur le Champ de Mars pour donner l'élan de ce nouveau monument que serait le globe, qui est inspiré d'une idée de 1900, puisque c'est un géographe, Élisée Reclus, pour ceux qui ont quelques souvenirs d'histoire, qui avait imaginé scénariser l'expo de 1900 sur la colline de Chaillot par un globe au 100 millième. Et son projet avait été refusé. C'est le petit palais et le grand palais qui avaient été choisis. Et il a abandonné le projet en disant « Je suis convaincu qu'un jour, il sera repris ». Et c'est sur les travaux d'Élisée Reclus qu'on a conclu la proposition 2025. Ça pourrait intéresser Saint-Gobain, ça. Je pense qu'il y aura des vitres quelque part. En tout cas, merci beaucoup dans cette architecture. Merci Jean-Christophe Fromentin. Jean-François Ballaudet, président de l'Université Paris-Nanterre. Et ben voilà, on parlait de toutes ces briques. Alors il y a les entreprises, il y a les industries, il y a la finance, il y a l'État, mais il y a aussi l'université qui est partie prenante. Avec vous, on va illustrer une autre forme de ce catalyseur Paris-Ouest La Défense. Vous avez créé le dispositif Pépite Pont. Et on va décrire ce dispositif qui est créé depuis 2014, ce qui veut dire qu'il y a un peu de recul maintenant. Et là aussi, on va avoir des exemples concrets de ce que Pépite Pont a produit. Je crois que vous nous avez apporté quelques documents. Oui, en effet. Bonsoir. En 2014, effectivement, nous avons constitué ce pôle Pépite Pont. J'avais une diapo, mais je ne sais pas si elle passera, qui donnait une première idée de la situation. Ah ben pardon, c'est la diapo antérieure, oui, qui donnait une idée de la situation de l'université de Nanterre, qui me semble pas. C'est la première en réalité. C'est pas grave. Voilà, on y est, on y était. Je me tords le cou. Voilà. C'était ce qui nous intéressait. Était de vous donner une idée de la situation du campus de Nanterre pour commencer, et puis par un focus, j'arrive sur Pépite Pont, parce que ce campus, donc, qui est d'un seul tenant, qui fait 32 hectares, situé sur le territoire de Nanterre, et agrandi et au fur et à mesure que la défense elle-même croissait. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une grande proximité dans ce territoire du Paris-Ouest La Défense, tout naturellement, et on a travaillé avec la ville de Nanterre, avec la communauté d'agglomération du Mont-Valérien, avec la ville de Courbevoie, à travailler sur des projets, et en même temps que nous faisions cheminer, disons, un certain nombre d'idées ou de préoccupations dans lesquelles nous mettions en particulier les enjeux de l'entrepreneuriat. Et donc le Pépite Pont dont nous parlons, c'est un dispositif national auquel nous avons candidaté et dont nous avons été lauréats. Il y a 29 pépites en France, et Pépite Pont Nord
le Pépite que nous avons porté et pour lequel nous avons un certain nombre de partenaires. L'idée de départ, c'est quoi? C'est aider les jeunes diplômés à mettre en œuvre leurs projets, c'est ça, d'entreprise? Pépite, c'est le pôle pour l'entrepreneuriat étudiant, pour l'innovation, le transfert, l'entrepreneuriat étudiant. Enfin, donc c'est destiné à favoriser, à encourager notamment des projets entrepreneuriaux d'étudiants. Et c'est vrai que c'est une sorte de révolution culturelle que les pépites ont aidé à implanter dans les universités, voire à accélérer. Et donc là, effectivement, sur la diapo suivante, on voit, je ne vais pas le détailler, je vous rassure, mais ça donne quand même une idée de la manière dont le pôle Pépite s'est constitué et continue à évoluer aujourd'hui. Nous avions le souhait, l'idée, et nous réalisons de fait l'intention d'accompagner tous les étudiants qui ont une idée d'entreprise, donc de l'idéation à la maturation, avec une sorte d'accompagnement par tutorat et qui permet de faire mûrir peu à peu les projets qui sont présentés par les étudiants. Alors, là on voit le concept, on peut le lire sans doute beaucoup mieux que nous qui sommes en bas de l'écran. Qu'est-ce que ça a donné comme pépite, justement, ce pépite? Ça a donné plus d'une cinquantaine de projets d'entreprise qui depuis 2014, donc en 3 ans. C'est tout à fait honorable. Et ma foi, pour illustrer concrètement le propos, nous avons, disons, sélectionné, si je puis dire, ou mis en évidence pour notre discussion de ce soir, deux projets que nous allons voir, dont nous allons voir sur la troisième image, les porteuses. Ce sont deux. Alors, je précise une chose, au fond, et c'est la manière dont nous inscrivons une de nos inscriptions dans le catalyseur, c'est que nous avons voulu travailler en particulier sur des projets à forte dimension sociale, avec des problématiques d'inclusion. Et donc nous avons travaillé dans ce qu'on appelle le domaine ou le périmètre de l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement. Et donc l'incubateur s'appelle e-Engage et vise à promouvoir cela. Et donc parmi les projets, nous avons celui d'Agathe Pommery, qui est le premier, donc qui s'appelle Cette famille. Et c'est important de dire qui sont les porteurs, puisque ça illustre concrètement notre propos. C'est quelqu'un qui est licencié de notre université dans une bilicence et économie-gestion anglais et qui s'est inscrite dans notre diplôme étudiant entrepreneur qui permet justement d'accompagner les projets étudiants. Et donc, Cette famille, c'est le premier projet, c'est une sorte d'alternative aux maisons de retraite. Cela vise à mettre en relation sur une plateforme des seniors ou leurs enfants et des personnes, des familles d'accueil prêtes à accueillir des personnes âgées. Donc c'est une sorte d'alternative conviviale et abordable qui est proposée ce faisant aux maisons de retraite. Cela a été créé en novembre 2015 et ça marche très très bien puisque aujourd'hui notre jeune étudiante a 5 salariés, elle vient de lever 2 millions d'euros de fonds pour structurer et accélérer la croissance de cette jeune entreprise. Voilà, donc, ça c'est une belle histoire, une histoire vraie issue de Pépite Pont. Combien de temps elle a été accompagnée avant de voler de ses propres ailes? Écoutez, elle a été créée en novembre 2015, donc ça a été 1 an et demi environ d'accompagnement. Et ce qu'on va trouver chez Pépite Pont, c'est quoi? C'est un soutien logistique? Ce sont des locaux? Des locaux désormais, et puis des accompagnements tutorés, comme mentorats et autres, comme vous disiez. Tout à fait. Merci beaucoup. On va pas passer en revue le deuxième exemple. La deuxième était aussi alors c'est intéressant parce que c'est une entrepreneur également. Et donc on a plaisir à mettre en avant aussi les succès féminins, puisque c'est aussi une problématique, mais c'est vrai que c'est aussi mon rôle de président d'université, c'est une problématique forte que l'on pousse, qui est d'accompagner l'affirmation des talents féminins au même titre que des talents masculins. Donc voilà, c'est ce qui illustre les deux cas que nous avons mis en évidence ce soir. Bravo. Pépite Pont, pour rejoindre Pépite Pont, c'est très simple. On a une petite adresse sur Internet. Oui. Écoutez, tous les points d'entrée, vous pouvez contacter la présidence de l'université qui transmettra. Nous avons la vice-présidente en charge de la question qui est présente ce soir.
Nous avons un responsable du pôle Pépite donc, qui est également présent ce soir. Donc nous allons faire circuler toutes les bonnes adresses si certains d'entre vous sont intéressés par des contacts. Oui, évidemment, nous, la mise en relation nous intéresse et nous importe plus que tout. Merci à vous, Jean-François Ballaudet, président de l'Université Paris-Nanterre, et Jean-Christophe Fromentin nous quitte parce qu'il a encore quelques activités dans sa mairie de Neuilly. Bonsoir à vous, merci d'avoir participé à cette table ronde qui s'achève. Oui, qui s'achève. Ah oui, oui, on a gardé le meilleur pour la fin. Nicolas Bertrand, directeur général et cofondateur de la start-up. Donc quand je dis le meilleur pour la fin, c'est pas pour minimiser les autres, mais c'est vrai qu'on parle d'open innovation et vous êtes le cœur du réacteur quand on a une start-up de l'open innovation. Votre start-up s'appelle monmètrecarré.com. Alors mon maître, ça s'écrit comme maître architecte, hein, vous m'avez dit, c'est ça d'antan. Voilà. Ouais. Alors, vous êtes dans le domaine de l'architecture intérieure. Comment est-ce que vous vous êtes mis en relation avec Saint-Gobain et comment s'est effectué le mariage? Parce que c'est un mariage qui rapporte gros, très heureux, puisque vous m'avez dit plus 700% de croissance pour votre start-up depuis que vous avez initié un projet commun avec Saint-Gobain Développement. Expliquez-nous comment tout a commencé. Alors, tout a commencé dans la ville de Levallois il y a 3 ans. Ouais. Avec 2 copains, on était en train de se dire, tiens, ça serait sympa de faire une start-up dans l'architecture intérieure et la décoration. Donc, Mon Mètre Carré, aujourd'hui, c'est une communauté d'architectes d'intérieur et décorateurs. Il y en a à peu près 1100 partout en France. Et chacun d'entre eux, en fait, est disponible pour répondre à des projets de réaménagement, de rénovation, de construction un petit peu partout en France. Voilà, c'est une version très short. C'est bien. Voilà quelqu'un qui s'est pitché, qui a eu l'habitude. Et donc du coup, comme tout bon entrepreneur, je pense, il y a un moment où on a eu besoin de se faire aider. Donc on s'est dit, tiens, il faut qu'on rejoigne un incubateur. On s'est approché d'un incubateur assez connu dans le monde de la construction qui s'appelle Impulse Labs, qui est accompagné par les équipes de Impulse Partners, qui est assez en contact avec pas mal de groupes, Saint-Gobain, Total, je crois aussi, et il y en a d'autres. Et donc c'est à ce moment-là où nous, on a passé 2 ans dans les locaux d'Impulse Partners, qu'on a pu rencontrer pas mal de boîtes, entre Vinci, Lafarge, etc. Et que là, on a eu Saint-Gobain qui est venu et qui nous a fait un petit peu de gringue, et on s'est dit, bon, allez... on y va, on avance. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, on a commencé à discuter. On est venu se marier dans un projet aujourd'hui qu'a Saint-Gobain de vouloir s'adresser aussi de plus en plus aux particuliers. Il n'y a qu'à allumer TF1 en ce moment pour le voir. Et donc du coup, on se marie entre une autre société qui s'appelle Omniu, qui met en relation avec les particuliers, avec des artisans. Et bien nous, on vient compléter la boucle avec les architectes. Le tout avec tous les produits innovants du quotidien qu'on a chez Saint-Gobain. Bon, donc quand on fait appel à vous, concrètement, ce sont les particuliers, sont les entreprises qui font appel à monmètrecarré.com? On a les deux. On avait commencé assez historiquement avec les particuliers. Sur l'année dernière, on a fait plus de 90% de notre chiffre avec des particuliers. Ouais. Aujourd'hui, on s'étend de plus en plus aux professionnels. On intègre quelques réseaux d'agences immobilières. On travaille de plus en plus dans l'hôtellerie. On accompagne pas mal de réhabilitation aussi d'usines ou de sièges sociaux. Et puis aussi des cabinets médicaux. Donc voilà, donc on bosse un petit peu sur tous les projets. C'est la force du fait de pas... Enfin, nous, on est une vingtaine, mais aujourd'hui, avec ces 1000 centres architectes partout en France, chacun a ses compétences et nous, on peut mettre en relation vraiment avec celui qui répondra le mieux à la problématique de notre client. Parfait. Vous m'avez dit, pour rester dans la belle histoire, qu'il y a une belle histoire que vous avez engendrée, vous, à partir de votre mariage avec Saint-Gobain. Et elle a un prénom, cette belle histoire, c'est Marois. Ouais. Qui est Marois? Marois, c'est l'exemple qu'on s'est donné, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on crée une société aujourd'hui, c'est sympa de le faire pour soi, on a tous des choses à se prouver sûrement, mais c'est aussi bien de le faire pour les autres. Et d'avoir... par exemple, Marois, c'est l'architecte qui a commencé en fait avec nous à l'époque où elle travaillait dans une agence. Elle s'est dit sur ses week-ends, tiens, je vais faire des petits projets aussi à côté. Donc elle a commencé à travailler sur les rénovations de certains appartements via notre plateforme. Et puis au bout de 3 mois à travailler avec nous, elle a eu suffisamment de crédibilité pour pouvoir se lancer à son compte. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille, enfin ça faisait 2 ans qu'on travaillait avec elle. Parce qu'en fait, elle a tellement de clientèle aujourd'hui qu'elle n'a plus besoin de passer par notre plateforme. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on l'a fait, de pouvoir aider passer de profession à se lancer sur le secteur, parce que c'est pas toujours facile. Eh bien, voilà un exemple très parlant. Et vous dites pour conclure, vous tenez à le dire, que Paris-Ouest, la Défense, ce territoire est le territoire idéal pour vous. Pourquoi ?
On a commencé à Levallois, alors après on vous a travaillé un petit peu pour la capitale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, que ce soit nos collaborateurs ou nos clients, c'est quelque chose qu'on trouve principalement aussi sur les Hauts-de-Seine. Et puis bon, avec Saint-Gobain, je pense, c'est quasiment sûr d'ailleurs qu'on va pas tarder à y revenir, donc voilà. Voilà, vous avez fait une petite infidélité dans le mariage quand même, alors il y a un petit coup de canif dans le contrat. Un petit doute, mais bon, ça y est, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, Nicolas, d'être venu illustrer l'Open Innovation version Startup ce soir. Je vais vous libérer, messieurs, dames. Merci beaucoup d'être restés avec nous, puisqu'on va passer maintenant au moment où on va vous expliquer le mode d'emploi de ce prix de l'innovation, premier prix de l'innovation du territoire Paris-Ouest, La Défense. Et pour procéder à cette explication, j'appelle Andrea Luna Grandperrin, directrice du développement économique, emploi et innovation de la ville de Courbevoie. Andrea, bonsoir. Et tout d'abord, question, Andrea, quels sont les objectifs de ce prix territorial? Bonsoir à tous. On vous a dit plein de choses déjà ce soir, alors du coup je me disais, est-ce que je vais aller beaucoup plus dans le détail? Je vais peut-être vous dire juste 2 objectifs sur lesquels on a réfléchi lorsqu'on a imaginé ce nouveau prix. Le premier, c'était de dire que on avait envie de mettre à votre disposition un écosystème exceptionnel qui est celui de ce territoire dont on vous a largement parlé aujourd'hui. Le deuxième était aussi de vous dire que peut-être le prix pouvait permettre à un moment donné de catalyser toutes ces énergies pour nous permettre à nous aussi, territoire, de réfléchir à ce que pouvait être la ville de demain, en quoi nous pouvions être utiles et en quoi on pouvait donner sens à notre activité à venir. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, on va imaginer un film qu'on va vous présenter maintenant. Voilà, je crois qu'il parle bien mieux que tout ce qu'on peut vous dire. Faire de la créativité et de l'innovation des territoires une stratégie d'avenir porteuse de changement. Au cœur du Grand Paris, le territoire Paris-Ouest La Défense se mobilise pour répondre aux défis de demain. Fort de son tissu économique d'exception, le territoire POLD inscrit l'innovation et l'entrepreneuriat dans son ADN. Les initiatives tournées vers l'Open Innovation font rayonner son territoire. Il s'appuie sur ses nombreux atouts. Premier quartier d'affaires européen, 73 000 entreprises, 475 000 emplois. C'est dans ce cadre que le territoire lance le 30 novembre 2017 le prix de l'innovation Paris-Ouest La Défense. Il a pour ambition de récompenser et de mettre en valeur ces initiatives entrepreneuriales innovantes à un fort potentiel de développement et enfin qui ont intégré que le progrès de la société passe par une collaboration de ses acteurs. Le concours est ouvert à toutes les entreprises et start-up innovantes pour relever les défis de demain. FinTech, santé bien-être, économie sociale et solidaire, industrie 4.0, ville durable. Ensemble, créons la société de demain. Voilà donc pour ce prix de l'innovation, mode d'emploi. Plutôt bien fait ce petit film. C'est ambitieux. Voilà, j'espère que le micro fonctionne. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les modalités pour présenter sa candidature maintenant? Alors, il y a un site qui a été mis en ligne ce matin, qui est le www.pold-innovation.com, sur lequel vous pouvez déposer votre candidature à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 avril 2018 minuit. Il y aura un jury qui va se réunir le 28 juin 2018, toute la journée, pour vous auditionner. Et nous remettrons les prix le 27 septembre 2018. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un beau challenge qu'on vous propose là, qu'on attend de vous que vous soyez créatifs, que vous osiez imaginer des choses et aussi que vous nous apportiez des belles surprises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Andrea Luna Grandperrin, directrice du développement économique, emploi et innovation
de la ville de Courbevoie. Alors bonne chance à vous, les futurs candidats à ce premier prix d'innovation Paris-Ouest La Défense. Et pour conclure, j'appelle Jacques Kosowski, président du territoire Paris-Ouest La Défense, maire de Courbevoie, ancien entrepreneur et quelqu'un qui, généralement, soutient l'innovation. C'est ce qu'il va sans doute nous dire. Bonsoir, Jacques Kosowski. Bonsoir, oui, vous avez bien raison, c'est vrai. Ça fait plaisir de clôturer une opération comme celle-ci. C'est parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de qualités dans notre pays, en particulier sur notre territoire. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus. Et comme vous le disiez très justement, c'est en tant que président de Paris-Ouest La Défense que je m'exprime. J'ai la chance d'exercer mes responsabilités politiques au sein d'un territoire que je considère d'ailleurs comme l'écosystème le plus favorable à l'innovation. Or, Paris, nous sommes le territoire, c'est vrai, le plus peuplé d'Île-de-France et celui qui compte la plus grande proportion de cadres, d'entreprises. Nous pouvons compter d'ailleurs sur un véritable bouillonnement créatif du fait de la présence conjointe des établissements d'enseignement supérieur, dont je salue aujourd'hui les présidents, et d'une concentration d'ailleurs exceptionnelle de sièges sociaux de grands groupes, excusez-moi, qui agissent pour innover dans tous les domaines. C'est bien d'avoir des grands groupes, ce qui compte maintenant, c'est de les garder. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les grands groupes peuvent partir assez rapidement, disons, de France. Donc quand on peut les avoir, il faut essayer de faire le maximum, non pas de faire leur travail, c'est pas ce que je veux dire, simplement mettre du lien. Tout à l'heure, Jean-Christophe disait, dans le trou de la raquette, je crois qu'il faut mettre du lien. Et le politique, aujourd'hui, c'est son rôle d'essayer de mettre du lien. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Vous allez voir comme on a besoin beaucoup de travailler. Mon adjointe, que vous avez vu tout à l'heure, Shahrazad Jebari, rencontrait hier les représentants d'une entreprise qui était installée sur la Défense. Je ne vais pas la citer, non pas parce que ce n'est pas une belle entreprise, mais c'est parce que c'est un petit peu gênant. Vous allez voir pourquoi. Ils prévoyaient l'ouverture de plusieurs structures en Île-de-France. Ils ont lancé un appel donc, à candidature pour recruter des ingénieurs en nombre. C'est-à-dire qu'on en a besoin. On voit bien qu'il y a une demande très forte. Alors, une aubaine, me direz-vous. Le problème est que cette entreprise, qui a une forte culture internationale, cherchait des personnes maîtrisant l'anglais. Vous savez qu'en France, on est extraordinaire dans ce domaine-là. Hein. Encore complètement gagné. On commence à la maternelle, c'est déjà mieux. Oui, ceux qui ne sont pas parvenus à trouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc trouvé des candidats étrangers. Et je trouve ça vraiment terriblement dommage que dans un pays qui a tant d'atouts à faire valoir, ce genre de problème se pose encore. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles, avec le concours d'ailleurs de la région et du département, j'ai souhaité que Courbevoie accueille dès la rentrée 2018 6 sections internationales. De la maternelle à la terminale, certains élèves pourront suivre des cours en chinois, coréen, arabe, allemand et naturellement anglais. On dit pourquoi les autres? Pas parce que la Défense a beaucoup de cadres, d'étrangers qui viennent faire leur travail ici, avec des familles et les enfants. Et les enfants qui rentrent dans nos écoles, ils n'ont personne en face. Donc on a aujourd'hui des professeurs qui parlent aussi bien le coréen, l'arabe, l'allemand, naturellement l'anglais. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire. N'attendons pas, disons, que tout vienne d'en haut, comme je dis à chaque fois dans mes discours. Essayons-nous de montrer ça. Et je pense que ça, c'est le rôle des collectivités locales, d'aider toutes les entreprises à trouver. Nous engageons dans cette voie parce que je crois qu'il est notre devoir de mettre en œuvre tous les moyens institutionnels au service de ce dynamisme économique. C'est aussi tout l'objet de ce prix d'innovation que nous lançons aujourd'hui à l'échelle de Pôle. Alors pourquoi ce territoire? Parce qu'une offre globale de services aux entreprises naissantes y a déjà pris forme. Les incubateurs, on en a parlé tout à l'heure, les pépinières d'entreprise, les ateliers de fabrication numérique, les espaces de coworking, tout y est. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution qui se fait. Et tout à l'heure, Jean-Christophe disait, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vrai, personne ne va dire dans 5 ans, dans 10 ans ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, essayons de faire le maximum. Je pense à Nextdorf, à Cawerk, à Neuilly-Lab, ou encore à Pépite-Pont, dont vous en avez entendu parler, à l'initiative duquel se trouve l'Université Paris X, représentée ce soir par son président Jean-François Ballaudet, que je remercie beaucoup parce que depuis qu'il est arrivé, je le dis comme je le pense, comme toujours, il y a un changement qui s'est opéré dans cette université et je suis ravi que l'on puisse à nouveau travailler avec l'université. Les conditions sont donc idéales pour les entreprises jeunes qui cherchent un environnement favorable à leur développement. Je tiens d'ailleurs à insister sur ce point. Il y a 2 ans, d'ailleurs, nous l'avions déjà perçu lorsque
Courbevoie avait remis son premier prix Attractive Innovation, si vous vous souvenez d'ailleurs. Lors de cette édition inaugurale, nous avions reçu, je vous rappelle, plus de 100 candidatures venues de toute la France, de la Bretagne au Pays Basque, d'Auvergne, Rhône-Alpes à l'Occitanie et en passant par les Hauts-de-France. Je profite d'ailleurs à cette occasion pour saluer l'ensemble des groupes qui ont obtenu et soutenu et soutiennent encore cette initiative. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il est toujours bon de le rappeler, des gens qui sont toujours fidèles. Total, Suez, Saint-Gobain, que je remercie aussi de rester dans ma ville, même si c'est le territoire. Je ne veux pas dire que Total, ça me gêne. Et si Total était resté à Courbevoie, ça m'aurait fait plaisir. C'est une belle image. Mais enfin, il va chez ma collègue à côté, donc ça va. Tant que je suis le président de territoire. Demain, on verra. On a aussi mon Mètre Carré, EDF et Schneider Electric, tous ces gens qui sont là, qui sont présents, qui sont avec nous. Je veux aussi en particulier remercier chaleureusement Sylvain Peynaud et Pierre Dubas, respectivement directeur de l'Open Innovation Europe et directeur régional du développement durable chez Schneider, ainsi que Thierry Chevillard, directeur de collectivité chez EDF, et Catherine Chabrol, directrice territoriale du 92. L'innovation est devenue au fil du temps la signature de notre territoire. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser, pourquoi pas la finance. On s'était dit, pourquoi pas. À l'époque, il y avait Londres, parce que c'était intelligent d'essayer de concurrencer Londres. Pour le moment, restons où nous sommes, soyons plus forts, il sera toujours temps de voir après, si vous voulez. Je crois que l'innovation est venue, c'est vrai, quelque chose au fil du temps de fort pour notre territoire, et ce n'est pas un hasard. Je crois que nous sommes très honnêtement la vitrine de l'excellence économique française et européenne. Quand on regarde, et tout à l'heure, quelqu'un nous parlait du territoire, il n'y a pas beaucoup de territoires qui sont comme nous. Avec la défense qui est là, avec les entreprises qui sont là, avec les 11 villes qui veulent aller de l'avant, je pense qu'on n'a pas beaucoup de territoires qui nous sont concurrents, mais c'est pour ça qu'il faut aller toujours de l'avant et jamais s'arrêter. Et puis s'il y a une responsabilité que nous partageons tous, c'est de vrai, je crois, la préservation et l'amélioration de ce modèle. La collaboration est donc fondamentale pour étendre encore un peu plus les réseaux, en particulier celle qui associe les start-up et tous les jeunes pousses que l'entrepreneuriat que nous tentons de valoriser d'ailleurs à travers ce genre d'événements. Les grands groupes peuvent se nourrir de cette jeunesse et s'en inspirer. Et les jeunes bénéficier d'un appui de grande valeur qui manque trop souvent à la perpétuation d'une aventure entrepreneuriale. C'est difficile de se lancer. Quand on se lance, j'ai connu ça, vous l'avez dit tout à l'heure, entrepreneur, c'est jamais facile. Et puis si on n'est pas aidé, c'est encore plus difficile. Et encore plus maintenant, si vous voulez, qu'avant. Mais c'est comme ça. C'est pas mal d'aide ce soir. Oui, c'est vrai. Non, mais on voit. Et d'ailleurs, vous verrez l'année prochaine, quand on va remettre les prix, parce qu'on va remettre les prix, on aura vraiment des gens qui ont des idées extraordinaires, qu'on n'en pensons pas. Et puis surtout d'avoir la chance d'avoir des grandes entreprises qui vont les aider. C'est précisément l'idée du mentorat dont bénéficieront les lauréats en septembre prochain. Dans ce schéma, nous, les hommes politiques, avons un rôle important à jouer quand même. C'est celui de facilitateur. Restons à notre place, n'essayons pas de faire autre chose. À l'instar de Jean-Christophe, j'ai toujours conçu mon mandat comme cela. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre votre métier, surtout pas. Ce que je veux faire en revanche, c'est travailler pour vous faciliter la vie, pour éventuellement vous aider à rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire mettre du lien, comme je disais tout à l'heure. C'est un peu le sens des initiatives que j'ai voulu mener ces dernières années. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que l'État, entre autres, s'est saisi de la question dans les Hauts-de-Seine. Et merci encore Madame la sous-préfète, à travers la plateforme SOAV. Chère Madame sous-préfète, et c'est bien, restez longtemps avec nous, vous avez de bonnes idées. Pas la peine d'essayer d'aller dans d'autres villes. Restez dans notre territoire, vous êtes très bien. Ah oui, mais évidemment, quand on est préfet, on essaye toujours d'aller plus loin. Enfin bon, au moins, vous aurez fait du bon travail chez nous. Si tant est qu'on vous envoie ailleurs prochainement. Tout cela vient d'ailleurs préfigurer le catalyseur de l'innovation que nous construisons dans le cadre du projet de territoire avec l'ensemble des élus de PODL. Vous savez, 11 maires, il faut arriver à les fédérer sur un territoire, sur quelque chose. C'est pas facile, tout le monde a ses idées, mais quand c'est pour le bien de tout le monde rentre dans le rang, puis on essaie de travailler ensemble. Plus il y a d'idées. C'est un peu comme à la radio, à la télévision, dont vous faites partie. La boîte à idées, c'est la base. C'est la base. Vous le voyez, je crois que nous sommes attractifs, je crois. À nous de le faire savoir. Vous avez certainement relevé que l'autorité bancaire européenne a annoncé sa prochaine installation en France. On souhaiterait que ça soit la Défense, mais... Oui, bah oui. On peut toujours le demander. La Défense non plus. Si jamais on vient, on dira Kosowski avait raison. Si on ne vient pas, il a fait le maximum. Voilà, il a bien fait quelque chose. C'est comme ça qu'on arrive, vous savez. Allez. L'État semble enfin se saisir du problème de la fiscalité des entreprises en entamant
par exemple la mutation de l'ISF, on a un impôt forfaitaire. Vous savez, j'aime bien toujours parler un petit peu politique, même si je ne suis plus député pour le moment. C'est à ce moment-là que je m'équipe, c'est d'habitude, moi. Bah, attendez, c'est jamais, vous savez, j'ai fait 20 ans de députation. Bon, pas mal quand même. Par exemple, la mutation de l'ISF en un impôt forfaitaire sur le capital et en simplifiant enfin le Code du travail. Voilà qui va toujours dans le bon sens, dans la même bonne direction. Et à titre personnel, je considère qu'il nous faudra conserver une ambition élevée en matière fiscale, une fois les premières réformes passées. L'objectif de 25% d'impôt sur les sociétés est attrayant, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Nous pourrions par exemple regarder du côté de la Russie. Eux, ils ne dépassent pas 20%. Il y a peut-être quelque chose à faire. Regardons aux alentours ce qui se fait faire. Alors j'ai pris la Russie, bah oui, désolé. Je ne m'appelle pas Kossovski pour rien quand même, désolé. Les racines sont toujours là. Les syndicats ont aussi un rôle à jouer en matière de relations entre les acteurs. Il y a justement bientôt un poste qui se libère, d'ailleurs, je pense, au MEDEF. Je ne sais pas si certains d'entre vous seront candidats, mais si tel est le cas, sachez que vous recevrez le meilleur accueil en septembre lorsque vous reviendriez nous revoir. Ça serait toujours bon, on dirait, tiens, là aussi, il a pensé, il a eu raison. J'ai dit entrepreneur, un très bon commerçant aussi. Hein. Mais oui, bien. Visiblement. D'aucuns voudraient faire de la France une start-up nation. Entre la résolution de l'État, la puissance créative de nos entreprises, l'excellence universitaire et l'énergie des collectivités, voilà un pari que nous tiendrons ensemble. Voilà, je voudrais pour conclure vous remercier de nouveau pour votre présence ce soir. Vous permettrez de saluer le travail de Charazette Djebari, mon adjointe en charge du développement économique et de l'emploi, et Andrea Luna-Gamperin, ainsi que l'ensemble des agents de direction du développement économique à qui nous devons d'être réunis si nombreux ce soir. Et puis à vous, parce qu'il faut quand même vous remercier, je suis content quand vous êtes là, parce que vous êtes quand même pas si mal que ça, ça me fait plaisir, puis ensemble on s'entend tellement bien. Voilà. Merci à vous tous. Une bonne soirée, merci beaucoup. Et rendez-vous le 27 septembre pour connaître le résultat de ce prix de l'innovation. 27 septembre donc, ici même, sans aucun doute, pour la remise des prix de ce tout premier prix de l'innovation du territoire Paris-Ouest La Défense. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup.